Entendez, s'il vous plaît? Bonjour. Bien, donc je pense qu'on peut commencer. Je vais juste vérifier. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît? Très bien, parfait. Donc, je pense qu'on peut commencer. Alors, pour aujourd'hui, donc, on va aborder les réseaux, enfin, pardon, les machines avec vecteurs de support. On va pas s'approfondir dans là, mais sachez que c'est un algorithme très robuste. Très intéressante et donc, je pense que du moins durant ma thèse, c'était vraiment une référence que tout le monde utilisait pour comprendre les concepts d'apprentissage automatique. Donc, pattern recognition and machine learning. Donc, je reviens sur pour ceux qui veulent approfondir dans les SVM, je vous propose de jeter un coup d'œil. Donc, pour comprendre les SVM, je pense qu'on a toutes les notions nécessaires. Ce que c'est qu'une hypothèse, on connaît la régression, on a bien compris la régression logistique. Et donc, on va essayer de faire un relief, de comparer, de positionner les VM ou les VMS en français, donc moi je le support machine, par rapport à ce qu'on a déjà appris. Et pour ça, donc, on essaiera de sortir un peu ce qu'on avait fait en régression logistique. Donc, rappelons que la régression logistique est née, ou la fonction logique, d'où l'appellation régression logistique, est née du besoin de que notre hypothèse soit comprise entre 0 et 1, qu'elle reflète un petit peu une probabilité, la probabilité d'appartenance à la classe 1 par rapport à la probabilité d'appartenance à la classe 0. On voudrait que ce qu'on avait trouvé avec la fonction linéaire, une fonction linéaire qui prend donc, nos caractéristiques et des paramètres liés à ces caractéristiques, bien sûr. Donc, lier les caractéristiques aux paramètres et essayer de prédire l'hypothèse qui est ce qu'on voudrait classifier, donc la classe positive. Euh, donc, on avait appliqué une fonction logistique à la combinaison linéaire, donc nos paramètres θ, les paramètres de notre fonction linéaire, euh, et nos x, donc, qui étaient nos caractéristiques, et on avait appliqué donc la fonction logistique, qui est la sigmoïde. Et on avait dit la sigmoïde, donc
sigmoïde de Z, quelle que soit la valeur de Z. Donc, si la valeur 2 est très grande, notre sigmoïde va se rapprocher de 1. Et si c'est très petit, notre sigmoïde va se rapprocher de 0. Donc, lorsque Z se rapproche de l'infini, donc tend vers l'infini, notre sigmoïde va se rapprocher de 1, donc pour les grandes et pour les petites valeurs, ça va se rapprocher de 0. Et c'est cette partie qu'on veut lorsque Y, notre vérité terrain, est égal à 0, et c'est cette partie qu'on voudra avoir lorsque notre Y est égal à 1. Donc, pour les classes positives. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc, lorsque Z tend vers l'infini, on aura notre sigmoïde qui se rapproche de 0. Si on a sigmoïde qui se rapproche de 1, donc les deux cas sont ici. Donc, lorsque notre Y est égal à 1, on voudrait que notre hypothèse se rapproche aussi de 1. Donc, la fonction linéaire va être très grande. Et lorsque notre Y est égal à 0, ce qu'on veut, c'est que notre Y se rapproche de 0. L'hypothèse va se rapprocher de 0. L'hypothèse qui est la sigmoïde, le G de Z. Donc, l'hypothèse va se rapprocher de 0, de ce côté gauche de notre graphe. Et c'est le cas où notre fonction linéaire est très petite, donc se rapproche de l'infini. La fonction du coût pour régression logistique, c'est le coût en fonction de θ est égal à 1 sur le nombre d'exemples à la somme de toutes les étiquettes réelles multipliées par le logarithme de notre hypothèse plus 1 moins la vraie étiquette, donc la vraie classe, multipliée par logarithme 1 moins l'hypothèse. Donc, si on sépare le coût pour le cas positif et le cas négatif, vous vous rappelez, donc ça c'était donc le coût en une seule fonction, c'était la simplification de ces deux conditions. Donc, condition lorsque y est égal à 1, donc on aurait cette première partie, lorsque y est égal à 0, on aurait cette deuxième partie. Et si on décide ça, donc on aura notre hypothèse et notre hypothèse. Le coût en fonction de l'hypothèse. Et le coût en fonction de l'hypothèse, on aurait un graphe comme ceci. Plus, donc, lorsque notre hypothèse pour la classe positive, c'est la classe positive, ici c'est donc lorsque lorsque y est égal à 1, lorsque y est égal à 1, on vient qu'à partir de 1, on commence à se rapprocher. Le coût va se rapprocher de 0, inférieur à 1, donc notre fonction hypothèse est à 1, va être grand. Et ce qui nous importe, donc, on peut dire donc à partir de 0, à partir de 2, je peux accepter cette hypothèse. Pour le deuxième cas, donc y est égal à 0, et donc c'est cette partie qui nous intéresse, la partie gauche, et la partie gauche, partie où notre y est égal à 0, et notre hypothèse également donc, sera, est petite. Et notre coût, donc vous voyez, z est petit, le coût tend vers 0. Alors, je suis en train de dire Z, mais c'est hypothèse, mais ce n'est pas hypothèse. On l'entend mal. Ah, pardon, je n'ai pas vu le chat depuis tout à l'heure. On l'entend mal. Vous entendez mal? Je rapproche un petit peu. Est-ce que ça va mieux? D'accord. Bon, peut-être que le téléphone était loin. Je pense que j'ai perdu mon partage. Est-ce que je dois répéter? Est-ce qu'il y a eu des choses à répéter? Ou est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK. Parfait. Donc, je continue. Donc, on était là. Et, donc, on avait dit, donc je disais hypothèse, mais pas hypothèse, hein, donc c'est Z, c'est notre fonction linéaire. Donc, le Z qui est la fonction linéaire, et à ce Z, applique la oui pour avoir l'hypothèse. Donc, notre Z, alors, lorsque Y égale 0, tend vers 0, donc l'hypothèse, c'est ça. Donc, ici, c'est
c'est la fonction linéaire, notre z qui est la combinaison linéaire. Oui, c'est la combinaison linéaire, parce que sinon, donc, notre hypothèse, elle doit être entre 0 et 1. Et ici, donc, z, dans ce cas, compris entre moins 3 et 3. Donc ici, c'est la fonction linéaire. Donc si je peux choisir donc moins 2 ici, et dire qu'à partir de mon coût est en train de tendre vers 0, ou bien moins 1, ou bien 0. Donc on voit bien qu'à partir de on aura donc un coût petit, un coût qui se rapproche de 0. Donc là, on est soit je peux dessiner ces deux lignes à partir de moins 1, ou bien à partir de moins 2, ou bien à partir de 0. Donc on choisit ce cas pour faire le lien un petit peu avec les machines à vecteurs de support, de dessiner deux lignes qui vont essayer un petit peu de tracer le plus possible. Notre coût, c'est le coût de l'hypothèse lorsque y est égal à 0. Et ici, c'est le coût de l'hypothèse lorsque y est égal à 1. Donc, lorsque y est égal à 1, on remarque qu'à partir de z égale à 1, j'aurai un coût égal à 0. Là, donc, bien sûr, c'est l'approximation. Donc, le coût, c'est notre fonction qui n'est pas linéaire. On a dessiné ici. Donc, ça, c'est une fonction non linéaire. On l'a rapprochée à une fonction linéaire avec ces deux traits, les deux traits rouges, pour dire qu'à partir de z égale à 1, je vais avoir un coût égal à 0. Et lorsque z est inférieur à 1, j'ai un coût qui augmente, plus z est petit. Et bon, donc z est petit, alors qu'y égale 1. Z est petit, on est en train de se rapprocher de 0. L'hypothèse se rapproche de 0. Et nous, on veut se rapprocher de 0. Donc tout ça, c'est un coût qui est élevé. Z est supérieur à 1. Donc là, si le Z devient plus grand, donc je sais que l'hypothèse se rapproche de 1. Donc cette partie est intéressante et va nous dire qu'à partir de Z égale 1, on va avoir une hypothèse qui se rapproche du 1. Se rapproche du 1, le cas positif. Donc c'est ce qu'on cherche. Donc lorsque Z est supérieur ou égal à 1, c'est une bonne hypothèse. C'est une bonne fonction. Lorsque Z est supérieur ou égal à y est égal à 1, on est en train d'avoir une bonne hypothèse. Et de l'autre côté, donc, lorsque y est égal à 0, donc je suis sur la classe négative, à partir de moins 1, on voit que l'hypothèse commence à agrandir. Donc, z sur ou égal à moins 1, donc se rapproche de 1, se rapproche de 1, voilà. À partir de moins 1 ici, h se rapproche de 1, vraie classe c'est 0, donc le coût est élevé. Je reviens ici, le coût est élevé. Donc on s'était, encore une fois, donc on s'était arrêté à moins 1 pour dire que lorsque z est inférieur à moins 1, notre coût se rapproche de 0, qu'on va considérer que c'est un 0. On considère 0, donc coût égal à 0, pour en déduire la logique derrière les machines à vecteurs. Donc encore une fois, z supérieur à 1, donc c'est la bonne hypothèse, lorsque y est égal à 1, et lorsque y est égal à 0, z inférieur ou égal à moins 1, c'est notre bonne hypothèse. Est-ce qu'il fallait dire autre chose ici? Normalement, c'est bon. Donc, les deux conditions. On rappelle un petit peu le coût de la régression logistique. Pour le coût de la régression logistique, on avait dit que c'était y fois h de x moins 1 moins y, l'autre 1 h de x. Ici, c'est un plus, c'est pas un moins. C'est là. Alors, c'est un plus.
Voilà. Donc, si on revient au coût de la régression logistique, donc je l'avais dit. Voilà, donc c'était Y. Vous vous rappelez, le coût de la régression logistique, c'était moins 1 sur M, la somme de YI, logarithme, je fais ça, YI, logarithme, hypothèse, plus 1 moins YI, logarithme de 1 moins l'hypothèse. Donc ici, j'ai un plus, ici aussi, j'ai un plus. Donc si je reviens sur ici, juste sorti le moins. On avait donc ici, on avait moins. Et pour avoir 1 sur M, donc on a juste sorti le moins. Donc on aura moins Y multiplié par l'algorithme, moins, donc ici on avait plus. Donc maintenant c'est un moins Y, logarithme 1 moins. On a juste sorti le plus ici. Donc ça c'est le coût de la régression logistique, un tout petit peu modifié. Et le coût des maps vecteurs de support, c'est exactement le même coût, sauf qu'on va juste un petit peu réécrire les choses. Donc, ça va être donc, ce 1 sur M de lambda, on va les sortir et on aura donc C qui est égal à 1 sur lambda fois donc du reste. Donc, moins Y, donc logarithme h θ. Donc, ça, on a appelé le coût lorsque Y est égal à 1. 1 moins Y, logarithme de 1 moins h θ. 1 moins h θ, ça, on a appelé le coût de la fonction linéaire lorsque Y est égal à 0. On n'a rien fait, on a juste donc 1 sur lambda et le moins à l'intérieur ici. On a aussi enlevé le M. Et pourquoi on a enlevé le M? Parce que notre objectif dans n'importe quel algorithme d'apprentissage automatique et apprentissage supervisé, notre objectif c'est de minimiser l'erreur de classification ou de régression. On veut minimiser l'erreur. Et la minimisation de l'erreur, lorsque minimise une erreur en fonction d'un paramètre, donc, le paramètre minimum sera exactement le même si je minimise 2 fois ce paramètre, 2 fois la fonction qui est 2, 3, 5, quel que soit le scalaire. Donc, euh, j'aurais besoin d'heure. Donc, si je veux minimiser une fonction f de θ, fonction de θ, donc la θ étoile ou ce qu'on veut. Donc, θ chapeau de cette fonction, cette minimisation va être exactement le même que si je multiplie par m fois f θ. Donc, pour la minimisation, donc c'est exactement la même chose. Donc, je veux le négliger. Et donc, ce qu'on a fait ici, donc, on a juste enlevé notre m, on n'a pas divisé par m. Euh, et, euh, et vous vous rappelez, donc, on avait parlé du coût de la régression linéaire. Régression linéaire, oui. Donc, 1 sur 2, on avait enlevé le 2 parce que l'objectif c'est toujours la minimisation et que je multiplie par le scalaire ou pas, donc j'aurai les mêmes paramètres optimaux. Et faire sortir le moins et remplacer logarithme h et logarithme 1 moins h θ avec les fonctions correspondantes, Q1 de h θ x et Q0 de h θ x. Et bien sûr, donc on a notre paramètre, donc le paramètre de la fonction des machines à vecteurs de support qui est égal à 1 sur lambda. Et là, encore une fois, donc c'est notre paramètre, euh, comment on appelait ça? Ça, c'est régularisation. Donc, c'est notre terme de régularisation, paramètre de régularisation. Ça, c'est notre terme de régulation. Et là, c'est notre paramètre de régularisation. Donc, encore une fois, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, donc le coût qui était cette ligne
noir et on avait dit, on supposait que le coût allait être 0 lorsque Z ou notre hypothèse serait supérieure à 1 et serait supérieur à 0. Ça, c'est toutes les valeurs dont on n'a pas besoin. Lorsque Z est inférieur à 1. Donc, lorsque Y est égal à 1, ce que va faire SM, c'est d'essayer de chercher une fonction hypothèse, une fonction linéaire, donc HTA de X, qui soit supérieure à 1. Donc, normalement, ici, c'est supérieur ou égal. Et lorsque Y est égal à 0, donc notre hypothèse devrait se rapprocher de 0. Donc, la fonction linéaire, avant qu'on y applique la sigmoïde, devrait être inférieure ou égale à 1. Et bien sûr, donc, tout ça avec donc, la fonction du coût qui est celle-ci. Donc, la fonction du coût va être un paramètre, un certain paramètre, on a mis à 1 sur lambda, fois la somme de tout le reste, donc moins y fois le coût lorsque y est égal à 1, et moins 1 moins y fois le coût lorsque y est égal à 0, plus terme de régularité. Une petite intuition, et moi je vous rappelle juste ce qu'on avait fait dans notre tout premier cours. Donc ce qu'on avait fait, c'est de dire que les SVM vont essayer de chercher un plan ou un hyperplan optimal qui sépare au mieux les données. Et je vous ai dit qu'on allait essayer de calculer cette distance et essayer de faire en sorte, pas calculer, et on va essayer de faire en sorte que cette distance soit la maximale possible. Et on appelle les VMS, SVM. Donc, on appelle les SVM des classifieurs à large marge. Justement, ça vient d'ici, ça nous vient de cette maximisation de la marge. Bon, je pense que pas de questions jusqu'ici. Donc, on est juste en train de reprendre ce qu'on avait déjà fait et on a juste fait des petites modifications sur la coût. Ça respecte l'algorithme des fils vecteurs dessus. Pas de questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Ça va? Vous n'êtes pas endormi, j'espère? Question. Donc, on avance des choses intéressantes. Donc, que va faire le SSM? Il va essayer donc, encore une fois, de minimiser ce coût. Donc, le coût qu'on vient de décrire, c'est le coût global qui est constitué d'un coût séparé lorsque y est égal à 1 et d'un autre coût lorsque y est égal à 0. Bon, je suis connectée, mon écran est toujours visible. Donc, minimisation du coût. Donc, c'est la minimisation. Le C, donc on avait remplacé 1 sur lambda. Ici. Donc, minimisation de C dépend des YI. Coût, donc premier coût, Y est égal à 1, deuxième coût, Y c'est gros, plus le paramètre de régularisation. Et en fait, ce que va faire SPR, c'est de minimiser cette partie telle que, donc ça c'est les contraintes des machines à vecteurs de support. Donc notre contrainte, c'est que la fonction linéaire soit supérieure ou égale à 1 lorsque Y est égal à 1. Et c'est ce qu'on était en train de dire. Si je reviens, donc ici, lorsque Y est supérieur à 1, notre fonction hypothèse, et c'est la fonction linéaire, doit être supérieure à 1. Et lorsque Y est égal à 0, donc notre fonction linéaire doit obligatoirement être inférieure ou égale à moins 1. Donc ici, inférieur ou égal et ici, supérieur ou égal. On revient, c'est exactement ce qu'on était en train de faire. Et ça, donc, ça représente ces coûts qu'on a ici. Lorsque la fonction linéaire est supérieure à 1,
lorsque y est là, et je dois minimiser donc la somme des θj, donc cette partie, dans ces deux cas. Alors, minimiser ça, et là, on va essayer de comprendre que signifie largement et que signifie la marge qu'on vient de voir ici. Donc, la minimisation de θj, donc sous ces deux conditions, c'est la minimisation pareille de θj, donc la somme de θj pour tous les exemples, tels que P de cet exemple, donc pour un exemple donné, pour tous les exemples, ici j'avais mis ça juste normalement pour l'exemple. Donc euh, euh, minimiser ce terme sous ces deux conditions, donc θ transpose fois x supérieur à 1, θ transpose x, c'est exactement équivalent à P, qui est la projection de x sur θ, multipliée par la norme de θ. Et ça, si je commence à dessiner un petit peu, ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La projection de forme de θ et le produit scalaire de θ transpose fois x. Donc, on va imaginer, prendre un exemple un peu simple, et pourquoi de ces deux équations, donc de ces deux conditions. Donc, on va imaginer qu'on a une base orthonormale. On va imaginer qu'on a un vecteur U et un vecteur V. On est en train de faire un produit euh, euh, du premier vecteur posé fois le deuxième vecteur. Et ça nous donne, n'est-ce pas? Et ça, on appelle ça aussi, je ne sais pas comment on appelle en français, mais on appelle ça inner product. It's inner product entre θ et x. Donc, ça, c'est notre θ et ça, c'est notre x. X, on sait que c'est les caractéristiques, et θ, qui a exactement la même taille que les caractéristiques, c'est les paramètres. Donc, on va juste utiliser l'appellation. Donc, θ transpose x, c'est le vecteur θ qui est devenu une ligne, et le vecteur x, colonne. Donc, première valeur multipliée par première valeur, plus deuxième valeur multipliée par deuxième valeur, etc. Donc, produit matériel. Au cas où. Alors, si je dessine notre U et notre V, donc, je vais imaginer que ça, c'est le U. Ça, c'est le V. Ça, c'est notre U. Et on va essayer d'imaginer que ça aussi, c'est notre V. Donc, ça, c'est le. Donc, que veut dire, que veut dire U multiplié par V? En fait, c'est la distance des deux. Et la distance, donc mathématiquement, c'est là. Est-ce que je pense que je suis déconnectée? Est-ce que vous arrivez à voir toujours mon écran? J'imagine que non. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît? Non. Ok, ok, je repartage tout de suite. Donc, je repartage.
Là, ça se connecte pas. Une seconde. Non. Une seconde, ça se connecte et ça veut pas se connecter. Bon, normalement, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Très bien, parfait. Donc, en fait, la multiplication entre ces deux vecteurs, U et V, donc euh, le, le produit U transposé fois V égale donc à la racine. Donc, si j'ai, je vais utiliser le noir pour ça. Donc, si j'ai U égale à U1, U2, et si j'ai V égale à V1, V2. Donc, U transpose V sera égal à la distance euclidienne entre les deux. Donc, en fait, donc ici j'ai un U1, U2, V1, V2. 2, c'est ici. Donc, j'aurai calculé U transpose V, qui est aussi la norme. Donc, ça va être U1 plus V1 au carré, U2, x1 moins x2 moins ici, U2 moins V2, plus V2, plus V2 ou moins V2, même chose. Non, non. Donc, au carré. Et donc, on aura trouvé ce qu'on était en train de chercher, donc U transpose B. Mathématiquement, ça va être équivalent exactement à P. Ça, c'est équivalent à P multiplié par la norme de U1. Et P, c'est ce qu'on est en train de chercher. Euh, Est-ce que c'est bon? P multiplié par la norme de U1, de U, pardon, donc U est égal à U2, est exactement équivalent à U transposé fois V. Une seconde, je dois réfléchir. P multiplié par la norme de U est égal à U transposé fois V. Normalement, c'est ça. Et c'est ce qui va remplacer et P.
Et P, c'est la projection. Donc P, c'est la projection de V sur U. Donc P, c'est ça. Donc P, c'est cette partie. Donc P, c'est la projection de V sur U. Et la projection de V sur U multipliée... Ah, pardon. Ah, je me suis déconnectée encore une fois. Une seconde. Ça se reconnecte. Est-ce que vous voyez? Non. Moi, je pense que ça vient de se connecter. Hmm. Normalement, c'est partagé. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, non? Non. OK. Oui, très bien. OK. C'est bon? Non? Est-ce que vous arrivez à voir le partage, s'il vous plaît? Très bien. OK, OK. Bien, donc je reviens ici. Donc, cette projection, on avait dit que cette projection qu'on a ici, plus maintenant, encore. OK, je repartage. Euh, Bon, ça prend du temps. Est-ce que vous allez voir? Normalement, là, c'est bon. Très bien. J'espère que ça va durer. Voilà. Donc, je disais que cette partie, c'était la projection
du vecteur V sur le vecteur U. Et la projection du vecteur V sur le vecteur U multipliée par la norme de U, multipliée par la norme de U, qui est autre que U1, donc qui n'est autre que U1 au carré plus U2 au carré. Donc U1 au carré plus U2 au carré racine, ça nous donne la norme de U. La norme de U multipliée par la projection de V, ça va nous donner exactement la même U transposé fois V. Donc U transposé fois V, et là aussi, donc vous pouvez vous amuser à essayer de prouver ça. Donc là, c'est équivalent à ceci. Et U transposé fois V, c'est égal à 1 au carré plus U2 et 2 au carré. Donc cette équation et cette équation, donc P multiplié par ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, on ne sait pas les distances euclidiennes entre I et V. C'est pas ça. Donc P fois la racine de U1 au carré plus U2 au carré égale U1 fois V1 plus U2 V2. Donc ces deux choses sont exactement pareilles. Donc P, projection de la racine de U1 au carré plus U2 au carré. Donc ça, c'est la norme de U qui est égale à U1, 2, égale à U transposé fois V qui est égal à U1 fois V1 plus U2 fois V2. Voilà. Donc ça, c'est juste un rappel par rapport à ce qu'on est en train de faire sur SVM. Et là, je dois reprendre la présentation. Voilà. Donc, ce qu'on a ici, c'est exactement ce qu'on a là. Et c'est pour ça, donc, qu'on a remplacé donc, la projection de x sur θ. La projection de x multipliée par la norme de θ lorsque ça est supérieur ou égal à 1, sous la condition que y soit égal à 1, là, on est en train de minimiser notre. Lorsque la projection par la norme de θ est inférieure à moins 1, lorsque y est égal à 0, c'est une bonne chose de notre fonction hypothèse de θ. Et P, donc, P encore, donc P, c'est égal à la projection de x sur θ. Et la projection de x sur θ, si je reprends l'exemple, donc ça aussi, vous pouvez le calculer mathématiquement. Donc, V, notre vecteur V. Donc, si je fais la projection sur notre vecteur U, et j'obtiens ce P, cette longueur, et donc si je fais le contraste avec X, donc on va imaginer que j'ai des exemples positifs et j'ai des exemples négatifs. Ce que j'ai aussi, on va supposer que ma fonction linéaire a été obtenue, on va dire, comme ceci. Je vais supposer que θ0 est égal à 0. Donc, c'est juste notre fonction hypothèse. D'accord? Donc, ça, c'est nos x. Et ça, c'est notre classe. Donc, ça, c'est ma fonction hypothèse. Et ça, la limite de notre fonction hypothèse. La fonction hypothèse, on l'a obtenue en définissant les paramètres θ. Donc, ce qu'on va faire, c'est la projection de notre x sur notre θ.
projection de x, c'est ça, c'est le premier x, ça c'est le x, ça c'est le troisième x. Donc, la projection, ça c'est la projection, c'est ça. Donc, ça c'est notre point θ. 1, bon, θ2. Et ça c'est notre point x. Ce 1 et x2. Et ce qu'on cherche, c'est cette projection. Donc, je vais projeter mon x sur θ en hors distance. Et donc, la norme de θ donc, va être la projection, c'est y θ. J'espère me tromper. Donc, x, θ, la projection, et on voudrait une projection en utilisant le mieux qu'on vient de voir. Et je par exemple, θ est supérieur ou égal à 1 lorsque y est égal à 1. Je reviens sur notre exemple. Y égale à 1. Donc, lorsque y égale à 1, on est là. La projection multipliée par la norme doit être supérieure ou égale à 1. Donc, la projection multipliée par la norme doit être supérieure ou égale à 1. Quels sont les meilleurs paramètres? Une seconde, je vais me rappeler de ce qu'on dit ici. Cette distance. Donc, les x, c'est des exemples positifs et les 0, c'est des exemples négatifs. Donc, pareil, la projection de l'exemple négatif et la projection de l'exemple positif. Donc, dans ce cas-là, la projection est égale à 0. Ici, je suis à 0. Et c'est la projection, c'est tout ça. Est-ce que la projection est supérieure à 0 multipliée par la norme? La norme est positive, la projection est positive. Donc ça, c'était un mauvais mot de séparation. Notre objectif, c'est avec les machines à vecteurs de support, c'est que cette distance qui est là soit maximale, et ce pour tous les. Cette distance est maximale, on l'obtient en faisant la projection, mais que sur mais pas que sur un x, mais sur de nos objets, de nos exemples d'apprentissage. D'accord? Donc, ces distances doivent être maximisées, et d'où donc la marge qu'on définit sur les. Donc, tout ça. Et tout ça, c'est obtenu grâce à cette équation. Donc, la projection de nos x, de notre exemple, multiplié par nos paramètres, qui est supérieur ou égal à.
Bon, je pense que j'ai reperdu ma connexion. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît? Je viens de repartager. Oui, très bien. Parfait. Donc, je reprends notre exemple. Bon, je pense que j'ai un peu mélangé. Donc, je reprends au propre. Donc, je reprends au propre. Donc, je vais imaginer que ça, c'est mes exemples positifs. Et ça, c'est mes exemples négatifs. Okay. Et je vais supposer que mon θ m'a donné quelque chose qui est en. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre, donc ça c'est notre θ, et on va essayer, donc, notre vecteur θ, et on va essayer de faire la projection de notre x sur θ. La projection de notre x doit nous donner quelque chose qui est droite. Non, j'ai reperdu ma connexion. Bon, je reprends au propre. Donc, je vais imaginer que j'ai cet ensemble de données. Cet ensemble de données, on va imaginer que ça nous a donné une fonction. On va essayer de prendre une fonction par bien les données pour mieux voir la différence. Donc, je vais imaginer que j'ai cette fonction hypothèse. Je vais imaginer que ma fonction hypothèse passe par l'origine. θ0 est égal à 0. Et on va essayer de dessiner notre θ. Notre θ est perpendiculaire à la fonction hypothèse. Donc, la fonction hθ, donc ça, c'est la ligne séparatrice. C'est la limite de séparation. La limite de séparation qu'on a décidé durant le TP précédent. Donc, c'est la limite de décision en bleu. Ce qu'on sait, c'est que le vecteur θ va toujours être perpendiculaire sur la limite de décision. Donc, ça, c'est notre θ perpendiculaire. Et ensuite, donc, on va essayer de faire une projection aux x sur nos θ. Donc, on fait ça. Tout ça, c'est notre vecteur θ, donc θ, ça, c'est notre θ. Et ça, c'est un exemple positif, c'est un exemple négatif. Donc, ce qu'on va faire, première des choses, donc si on revient à notre équation, c'est P fois la norme. P fois la θ est égal à θ transpose fois x. θ transpose fois x est égal à P, qui est projection de P
sur θ multiplié par la norme de θ. Donc, je vais essayer de prendre cet exemple. Et donc, c'est la projection. Donc, ça, en bleu foncé, c'est notre θ. θ qui est perpendiculaire à notre limite de décision. On va essayer d'avoir la projection de notre exemple. Et la projection, c'est ce qu'on a ici en orange. Et je sais que ça, c'est un exemple positif. En cercle, c'est l'exemple positif. Et ce qu'on va obtenir ici, P, alors, la norme, toujours positive. On sait que c'est la racine. Donc, si je prends un θ et je veux calculer la norme de θ, ça va être égal à θ1. Donc, si je suppose que j'ai seulement θ1 et θ1, donc la norme θ va être θ plus θ2 carré. Et ça, je sais que c'est toujours. Donc, j'aurai ici, dans notre équation, donc ce qu'on a ici, ça va prendre le signe de P, qui est la projection, de X sur T. Donc, lorsque P est positif, ça va être positif. Lorsque P est négatif, ça va être négatif. Pour l'exemple qu'on a ici, alors je reviens sur notre équation. Lorsque Y égale à 1, donc pour classe positive, j'ai besoin que tout ça soit positif. Et pour les exemples négatifs, j'ai besoin que tout soit négatif. Là, on va essayer de vérifier si cette ligne qui est en bleu est en train de bien représenter nos données. Donc, c'est bon. A priori, je n'ai pas de connexion, mais non, c'est parti. Je repartage. Donc, je reprends. Donc, on a pris l'exemple en orange, X, on a fait la projection et on a trouvé cette partie. Et cette partie, cette petite projection est négative. Pas. Donc, on a une fonction θ aussi qui passe par l'origine. Donc, c'est juste un problème de dessin, mais donc on a θ qui passe par l'origine. Qui passe par l'origine, la projection de notre X, qui est un exemple positif, a donné P une projection qui est négative. Projection négative, si je reviens sur notre équation, la projection qui est négative devrait être pour les exemples négatifs et non pas pour les exemples positifs. Donc, ce qu'on remarque, c'est que pour ce X, cette limite de décision n'est pas bonne. Donc, cette fonction hypothétique n'est pas bonne. Et on essaie de faire ça sur tous les autres. On essaie donc de minimiser ce coût par rapport à tous les exemples positifs et négatifs. Je fais la même chose, donc ici ça va. Mais pareil, l'important c'est pas seulement d'avoir donc la projection multipliée par la norme de θ supérieure à 0 pour les exemples positifs et inférieurs à 0 pour les exemples négatifs, mais aussi donc supérieur à 1 et inférieur à 1, donc la minimisation de θ. Et donc, toute distance, on aura donc toutes ces projections avec une θ doivent être supérieures à 1 lorsque y est égal à 1 et inférieure à moins 1 lorsque y est égal à 0. Et si on reprend ces mêmes exemples, on dessine une autre ligne, si je dessine cette ligne en vert qui va être notre nouvelle fonction de séparation, donc notre nouvelle limite de décision, et si on fait la projection, donc on aura de meilleures valeurs qui séparent nos données, qui séparent cet exemple, l'exemple qu'on vient de voir.
Donc, valeur négative, valeur positive. Donc, normalement, ça, c'est négatif. Bon. J'espère que je n'ai pas trop compliqué les choses avec toutes les coupures de connexion qu'il y a. Voilà, donc en gros, ce qu'on cherche à avoir, c'est voir donc la projection de θ sur la projection pardon, de x sur θ, le P, multiplié par la norme de θ, la longueur de notre θ. On a besoin d'avoir ça supérieur à 1, y égale à 1, inférieur à 1 lorsque y égale à 0. Et avec ça, donc, on fait la minimisation de ce paramètre ou cette. Donc, mathématiquement, ce que je voudrais de vous est de comprendre donc l'idée générale, le concept général. Pourquoi on appelle ça donc séparateur marge-marge? Donc, la marge qui nous vient, c'est exactement la marge de l'action. Donc, la marge de la projection de nos exemples sur nos paramètres θ, donc sur notre vecteur θ. Et donc, on doit vérifier cette contrainte de projection multipliée par la norme supérieur à 1 pour les exemples et inférieur à moins 1 pour les exemples négatifs. Et ça, supérieur à 1 et inférieur à 1, ça nous vient du coup qu'on voudrait, avec l'approximation de la fonction du coup, qu'on avait dessiné plus tôt, le coût en fonction de notre hypothèse. Et notre hypothèse, c'est hθ de x, hθ transpose fois x. Hθ de x égale hθ transpose fois x. Voilà, normalement, c'était juste pour comprendre d'où nous vient tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Normalement, ce n'est pas très compliqué. C'est juste que j'ai un peu pris de temps. Une question, s'il vous plaît? Ça va? Donc, si ça va, je pense qu'on peut continuer. Donc, l'algorithme des machines à vecteurs de support. Donc, ce que je vous demande jusqu'ici, c'est de comprendre comment on a obtenu ça. Donc, on vient de le voir. On a juste dit que notre hypothèse doit être supérieure à 1 lorsque y égale à 1. Et notre hypothèse, enfin, pas l'hypothèse, mais la fonction linéaire avant d'appliquer la sigmoïde. Donc, la fonction linéaire avant l'application de la sigmoïde doit être supérieure à 1 lorsque y est égal à 1 et doit être inférieur à 1 lorsque y est égal à 1. En fait, on va essayer de minimiser de telle sorte à avoir ça. Donc, souvent, donc, on essaie donc d'optimiser, seulement d'optimiser. Donc, comprendre l'idée générale et donc pour l'optimisation, donc pour cette minimisation, vraiment pour le TP, on aura juste besoin d'une fonction d'optimisation pour entraîner notre SVM. Ce qu'on a fait ici, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est l'application d'une fonction linéaire. Donc, on est en train de citer toujours nos données linéairement. Et dans plusieurs cas, comme on l'avait vu lorsqu'on avait traité la régularisation, dans certains cas, on n'arrivera pas à séparer linéairement. Donc, une ligne ou un plan ou un hyperplan ne sera pas suffisant pour séparer nos données. Et donc, SVM, ce que propose SVM, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les noyaux. Les noyaux, c'est un genre de transformation de données, de telle sorte à avoir de nouvelles données basées sur tous les exemples d'apprentissage. Et je dis bien tous les exemples des apprentissages. Donc, pour chaque exemple, on va essayer de calculer une distance entre cet exemple et tout le reste des exemples. On va créer une nouvelle caractéristique, de nouvelles caractéristiques. Donc, si vous vous rappelez, lorsqu'on avait essayé de trouver une fonction non linéaire pour séparer les données pour la régression logistique,
on avait créé nous-mêmes nos propres caractéristiques qui étaient les caractéristiques ordinales élevées à une certaine puissance. Donc x1, si vous vous rappelez, donc on avait seulement x1, x2, et on avait essayé de mettre x1 au carré, x1 à la puissance 3, x1 à la puissance 4, je pense qu'on était jusqu'à la puissance 6. Et avec ça, on arrive à avoir une meilleure limite de décision, mieux séparer nos données. Ce que propose SVM, c'est de ne pas chercher le degré de polynôme, ni quel degré, quelle caractéristique on va élever à quel degré, mais plutôt d'utiliser une fonction appliquée aux caractéristiques. Et cette fonction, donc ça peut être n'importe quel noyau. On va essayer de créer juste le noyau pour ce cours. Et le noyau gaussien, c'est de créer une nouvelle caractéristique sur l'ancienne caractéristique. Donc, si je vois ici, c'est mon x, donc notre ancien x, basé donc pour un exemple, on va se dire que c'est un exemple de notre ensemble d'apprentissage, et on va imaginer que notre ensemble d'apprentissage contient 3 exemples. Donc, ce qu'on va créer, ça va, donc pour l'exemple x, ça sera x moins le premier exemple de la base d'apprentissage. Donc, la norme, toujours, divisée sur 2 fois sigma au carré et exponentielle. Donc, exponentielle, ça, c'est la fonction gaussienne. La fonction gaussienne qui est utilisée pas seulement en apprentissage automatique. La fonction gaussienne, c'est l'exponentielle de moins la norme des 2 vecteurs sur, donc la deuxième norme, sur 2 sigma. Et là, donc, on vient de créer 3 nouvelles caractéristiques. Et donc, on va le voir durant le TP. En implémentant ça, on va voir qu'on peut obtenir une fonction qui sépare les données et qui les sépare, même si nos données ne sont pas linéairement séparées. Donc, ça vient sur mon schéma. Donc, ça, c'est des données linéairement séparables. Et si je vais ici, ça aussi. Donc, cette ligne, on n'en aura plus besoin. Elle ne sépare pas bien les données, mais on va avoir quelque chose qui représente mieux les données, qui sera une fonction polynomiale. Donc, la fonction polynomiale telle qu'on l'avait déjà fait, on s'était dit comment choisir et comment choisir le degré du polynôme et quels sont les degrés attribués à chaque caractéristique originale. Dans les SVM, on va supposer, donc essayer de prendre un nouvel exemple. Je vais prendre un exemple ici. Et j'ai perdu ma connexion. Je vais prendre un exemple x ici. Pour ce x, je sais que x, on va supposer que notre x contient 3 caractéristiques. D'accord? Donc, 2, 3, 8. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de prendre la distance euclidienne entre x et chaque autre L. Donc, ça, je vais appeler ça L1, L2, L3. Et on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on a L1 jusqu'à L13. Donc, L1 jusqu'à L13. On sont de données, j'ai 13 exemples. Et j'ai un exemple X. Première chose à faire, c'est de créer la distance entre X et tous les autres vecteurs. Donc, ça va être X moins L. Donc, ça, c'est notre norme. Et X moins L1 jusqu'à X moins L13. On aura 13 distances euclidiennes. L'exemple avec tous les autres exemples. 13 distances euclidiennes, on va
les diviser sur sigma, 2 sigma au carré, et sigma, donc c'est l'écart de la gaussienne, et ça c'est un paramètre qu'on va donner à notre on implémente ça, donc c'est un paramètre utilisateur, donc sigma sera égal à 0,3, 0,4, 0,5, donc on est sigma c'est le rayon de notre gaussienne, donc si je prends ça comme gaussienne, donc sigma va être le rayon de la gaussienne. Donc combien de donc sigma quartile de la gaussienne. Bon, on butera durant le TP des valeurs possibles de Tenir 13 valeurs ici. Les 13 valeurs, je divise sur sigma, sigma qui est un scalaire, donc j'ai toujours 13 valeurs. Et la norme, je sais que la norme va me donner aussi un scalaire. Donc j'ai deux vecteurs qui ont 3 valeurs. Un vecteur tridimensionnel. X est un vecteur tridimensionnel. L1 est un vecteur tridimensionnel aussi. La norme entre les deux va être un scalaire. Le scalaire que je vais diviser sur un autre scalaire qui est notre sigma, j'ai la exponentielle de ce qu'on a obtenu et on va avoir justement notre F1. F1 qui va être donc cette fonction, tout ce noyau gaussien qu'on a appliqué sur la donnée X. La donnée, au lieu d'être représentée par 2, 3 et 8 comme caractéristiques, va être représentée par de F1 jusqu'à F13. 13 valeurs. Donc, on vient d'inventer de nouvelles valeurs, on vient d'inventer de nouvelles caractéristiques grâce au noyau gaussien. Le noyau gaussien, donc on a vu la formule. Donc une fois qu'on aura fait ça, on va donc essayer de minimiser le nouveau coût, mais le nouveau coût va être une fonction de f et non pas de x. Voilà, donc je pense que c'était ce que j'avais prévu. Quelques par rapport à l'utilisation de chacun d'entre eux, de chacun qu'on a déjà vu. Quand est-ce qu'on utilise la régression logistique? Quand est-ce qu'on utilise les machines à vecteurs de support et quand est-ce qu'on utilise les neurones? Dans son logistique, lorsque le nombre de caractéristiques est grand, le nombre d'exemples est petit. Donc, on va préférer la régression logistique aux machines à vecteurs de support ou bien les machines à vecteurs de support avec un noyau. La machine à vecteurs de support, telle qu'on l'avait vu juste avant, l'application du noyau avec les caractéristiques originales. Lorsque n est grand et n est moyen, on va plutôt gérer une machine à vecteurs de support avec un noyau gaussien pour essayer de réduire un petit peu les caractéristiques et qu'elles soient plus représentatives. Et bien sûr, donc, pour avoir une séparation non linéaire entre les données. Et lorsque n est petit, n est grand, là, on n'aura pas le choix, donc on devra revenir vers la création de nouvelles caractéristiques par caractéristiques polynomiales, par exemple. Enfin, les réseaux de neurones, avant 2012, on va dire, les réseaux de neurones étaient jugés beaucoup trop coûteux, beaucoup trop gourmands en temps de calcul. Leur complexité était beaucoup trop grande, mais donc récemment, mais on n'a pas douté de leur efficacité. Mais récemment, donc avec ce matériel, les réseaux de neurones non seulement sont bons, non seulement donnent de résultats, mais en plus, on a les performances nécessaires et on a les capacités nécessaires, capacités matérielles surtout, à les utiliser. Et c'est pour ça que nous voyons qu'aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux de neurones, du moins pour le domaine de la vision, mais j'imagine que pour la plupart des autres domaines, les réseaux de neurones, notamment les réseaux de neurones profonds, ont vraiment leur place et permettent d'avoir de bons résultats. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait pour les machines vecteurs de support. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Il y a des questions, s'il vous plaît. Juste ici une remarque, donc les cas maintenant,
vont être vecteurs n-dimensionnels et non pas n-dimensionnels. Donc n, c'était l'ancien nombre de caractéristiques, mais du moment qu'on a chaque exemple, on va calculer cet exemple et tous les autres exemples de l'ensemble de données nouvelles caractéristiques, on est en train de faire la projection de nos données vers un espace, donc des données qui ne sont pas linéairement séparables, donc on va les projeter sur un espace et donc augmenter le nombre de caractéristiques, donc la dimensionnalité de notre vecteur caractéristique. Des questions, s'il vous plaît? Je pense que c'est l'heure. Je pense qu'on termine plus tôt que ça. Oui, on termine plus tôt que ça. S'il vous plaît? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie et on se voit mercredi, Inch'Allah, pour notre thème. Merci à vous. Je suis désolée, je pense qu'il y avait pas mal de messages que je n'ai pas lus parce que je perdais la connexion à chaque instant.